Avant de commencer, peut-être on peut parler aussi de ce tapis. Les deux tapis qu'il y a ici, ils sont aussi des travaux que je fais. Cette-là s'appelle Soprattutto. Et j'aimais bien l'idée de faire un tapis avec la composition de ça qu'on regarde au moment dans lequel on est dans l'avion, par exemple. On voit la Terre de là-haut. Et je trouvais que c'était assez étonnant l'effet qu'on voit des formes géométriques à cause de l'agriculture. Mais c'est quelque chose que pour nous, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Mais si on prend une distance, vraiment, c'est pas du tout normal. On dirait que l'homme, l'être humain, a colonisé la Terre, la grande majorité de la Terre, même si c'est pas des villages ou des villes, et on voit toute cette géométrie des formes et couleurs en relation à ça qui implique. Donc c'est la trace c'est notre trace qui finit par composer un tableau dans l'ordre naturel. Et l'autre pièce Et ce qui est intéressant aussi dans ce tapis, c'est que, donc effectivement, on a l'impression que c'est une œuvre abstraite. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art qui est quand même assez incroyable. C'est que quand on a découvert la naissance de l'abstraction et aussi l'impressionnisme, on s'est rendu compte que ce que les artistes avaient inventé avec l'abstraction ou avec l'impressionnisme, c'était une distanciation que l'on pouvait voir vue d'avion, en hauteur et de manière différente. Et c'est pour ça aussi que cette expo s'appelle De l'ascenseur à l'escargot. C'est que l'ascenseur, ça exprime l'envie pour l'homme et la possibilité pour l'homme. L'homme, en fait, sa vie change complètement avec la roue. La plus grande invention de l'histoire de l'humanité, c'est la roue. La deuxième, c'est la lévitation. Et la lévitation qui permet à l'homme d'accéder à la hauteur, qui transforme profondément l'humanité, puisque les ascenseurs, on en trouve dès le Moyen-Âge, mais c'est des ascenseurs où on est obligé d'utiliser des animaux, des mains, et à partir du moment donné où l'ascenseur permet à l'homme de léviter, en quelque sorte, on change considérablement la définition de l'humanité qui est orthonormée, une verticale, une horizontale. L'escargot, on voit bien où on est sur l'horizontale. Et en fait, Léandro, en permanence dans son travail, et c'est là où il s'inscrit aussi dans une histoire de l'art assez inouïe, c'est qu'il renverse les perspectives en permanence de ce plan autonormé. En permanence, il nous modifie notre perspective et nous oblige avec des obliques à voir de manière très différente. C'est pour ça aussi que ce tapis, pour moi, il est intéressant et il fait écho au deuxième tapis dont je te laisse parler, qui est lié à un gigantesque projet qu'a fait Léandro, qui était un succès populaire. C'est une des caractéristiques de Léandro aussi, c'est que c'est un travail à la fois très subtil, très compliqué, mais qui remporte l'adhésion de tous. Et ce qu'il avait fait au Bon Marché, je laisse Léandro en parler. Oui, au Bon Marché à Paris, ils ont développé depuis quelques années un programme d'art contemporain. Et il invite les artistes à intervenir le hall central du Bon Marché, que c'est le premier shopping, c'est le premier grand magasin du monde. Et là, il y a les escaliers, je regardais, en fait, il y a les escaliers disséminés par André Putman, qui sont iconiques dans le Bon Marché. Et je fais une installation que je jouais avec ça. Je suis intervenu les escaliers et avec cette figure qui représente les tapis. En fait, ça fait partie du design que j'avais fait. C'est difficile à expliquer, mais
on voyait les escalators du bon marché qui sont fonctionnels, ils marchent comme ça. Et j'avais produit cette illusion d'un nu fait par les escalators. Donc on voyait les gens qui montaient, encore ils restaient fonctionnels parce que l'intervention était faite collée à les escalators de manière telle que les escalators ils continuaient à fonctionner, mais en regardant de deux côtés, on voyait les gens qui montaient les escalators pour rentrer dans un nœud impossible. Un nœud. Un nœud, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est que les ascenseurs étaient très normés d'André Putman. Et que donc, soudainement, les ascenseurs, les escalators, et soudainement, les escalators semblent créer un mouvement impossible, impossible physiquement, impossible mentalement, parce que soudainement on tomberait, c'est absolument impossible. Et cet élément d'un cercle et de cette forme qui, pour moi, fait aussi écho au serpent que vous avez en face de vous, ce serpent avec à la place de la tête 2 mains. Et ce qui me fait penser depuis très longtemps que Leandro, il a ce côté un peu chamanique, qu'il est connecté profondément avec le vivant, parce que dans la discussion que j'ai eue avec Edgar Morin pour son 99e anniversaire, le sociologue de la complexité m'avait dit « Bon Fabrice, je vais te faire mon testament de l'art contemporain, parce que j'ai peu parlé d'art contemporain dans ma vie, et il faut que je fasse mon testament de l'art contemporain, il faut que je le fasse dans Beaux-Arts Magazine. » Et on avait titré l'article « Les artistes sont des post-chamans ». Et je fais une petite histoire comme ça, c'est qu'il y a un livre qui a révolutionné l'histoire de l'humanité. Je vous invite tous à lire, parce que dès qu'on s'intéresse à l'art ou à la vie, c'est passionnant. Ça s'appelle « Le serpent cosmique » de Jérémy Narby. Jérémy Narby, à l'âge de 21 ans, jeune anthropologue suisse, très rigoureux, décide d'essayer de comprendre les caractéristiques des chamans dans le monde entier. Et il se rend compte que en Sibérie, au Pérou, en Inde, que tous les chamans représentent des serpents qu'on appelle des serpents à hélices qui sont en train de s'embrasser. Et que sur les peaux de ces serpents, sur la structure de ces serpents, sont représentées la structure exacte de l'ADN. Et on en trouve des traces il y a plus de 3000 ans. On découvre l'ADN d'un point de vue scientifique, donc la science dite rationnelle, en 1953. Ce qui veut dire qu'il y a des milliers d'années, y compris en Sibérie, où le serpent en tant qu'animal n'existe pas à cause du froid, les chamans ont représenté l'ADN avant qu'on la découvre scientifiquement. Et donc, cette idée des chamans, c'est l'idée de cette relation, ce qu'explique Jérémy Narby dans son livre, il appelle ça la télévision de la forêt. C'est quand les chamans prennent de l'ayahuasca, c'est qu'en fait, ils dialoguent avec la forêt, avec la nature, pour notamment inventer des médicaments avant tout le monde, pour soigner le dos, pour soigner X ou Y maladie. Et donc, il y a cet élément de vortex, de transformation exactement des modes de pensée ou des perspectives ou des modes d'être. Et donc le projet du bon marché pour moi fait écho à ça. Et quand j'ai vu cette pièce que Leandro un jour m'a apportée juste après le Covid, m'a montré, je me suis dit c'est fou. Et quand dans toutes les sociétés chamaniques on représente à chaque fois des serpents qui sont quelque chose qui sont à la fois effrayants et à la fois qu'on trouve dans toutes les civilisations. Regardez l'emblème de la pharmacie, c'est le serpent. En Chine, en Inde, le serpent est très présent. Et donc, quand Leandro m'a montré ça, je me suis dit, c'est un chaman. Vous pouvez juste redire le titre du livre ? Comment ? Alors, ça s'appelle Le serpent cosmique de Jérémy Narby, N-A-R-B-Y. Je vous invite tous à le lire, c'est Narby. Narby, N-A-R-B-Y. Et c'est sous-titré, le sous-titre est intéressant,
l'ADN ou l'origine du savoir. Et en fait, c'est extraordinaire. Il y a d'ailleurs des reproductions de planches préhistoriques qui sont folles. Vous allez comprendre une histoire du vivant et qui intègre l'homme, la nature et l'animal et le végétal qui est extraordinaire. Ça se lit comme un roman et ça transforme notre manière de voir et de penser. Et aussi, au moment dans lequel je montrais la pièce à Fabrice, tout par hasard, Fabrice était en train de concevoir, lui avait déjà les titres pour cette expo, parce que lui travaillait, mais je ne savais pas, sur cette expo, que justement c'était La Serpent Cosmique, que c'était une grande expo qu'il lui a fait à Lille. À Lille. Alors, c'est là où, pour la première fois, ça c'était l'année dernière, non? C'était l'année dernière. La première fois que cette pièce a été exposée. Et aujourd'hui, c'est la 12e. Et c'est aussi grâce à l'expo La Serpent Cosmique, on se connaît avec Fabrice il y a plus de 20 ans, et on se connaît beaucoup, mais c'est à partir de cette histoire de La Serpent Cosmique que j'avais pensé à dire, pour cette expo, il faut absolument que ce soit Fabrice qui participe, faire la collaboration, qui participe autant commissaire pour réfléchir ensemble à ce projet. Que je trouve, je suis assis en train de regarder l'expo et vraiment j'ai la sensation d'être entre des éléments qui me projettent dans des directions complètement diverses et qu'en même temps ils produisent un ensemble. Et Fabrice parlait de la serpente et en relation à la pièce du bon marché. Je n'ai jamais pensé à ça, d'abord. Je n'ai jamais fait un travail comme la continuation d'une autre chose. Je ne parle pas, jamais parle d'un travail pour penser la suite. Mais de temps en temps, évidemment, il y a des choses qui, par hasard, si ça existe ou pas, ça se lie toujours. Et donc, la pièce de l'installation au bon marché, je pense que c'était en 2017. Je ne vais même pas penser à la relation entre les deux. Et on pourrait dire que au moment dans lequel je travaillais sur cette pièce, ma tête était en train de réfléchir à l'escargot, peut-être. Donc il y a une sorte de connectivité entre les concepts de mon travail qui est parfois qui est pas planifié, pour dire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la chose qu'il faut que vous preniez conscience, c'est que donc dans cette exposition, il y a des œuvres emblématiques qui ont fait l'objet d'articles dans les journaux du monde entier, comme la piscine, comme le bâtiment, où on a l'impression que tous les gens se tiennent sur un bâtiment qui était présenté aussi bien à Londres, au Japon, à Paris, dans des pièces très emblématiques de Leandro. Et Leandro est connu surtout pour ses pièces très spectaculaires, très participatives. C'est important aussi, il faudra qu'on y revienne, c'est pour Leandro, c'est que l'œuvre n'existe pas en soi. Elle existe par l'action
du spectateur. Duchamp disait c'est le regardeur qui fait l'œuvre, et avec Leandro, c'est le visiteur qui agit. Il ne regarde pas simplement, il regarde, il apprend à regarder, il réfléchit, mais il agit et il est un des acteurs essentiels de l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre ne s'active pas s'il n'y a pas plusieurs acteurs. Et par contre, les hybrides, c'est-à-dire le papillon, le chou-fleur, le serpent, l'escargot, c'est un nouveau type de travail de Leandro qui semble, entre guillemets, a priori, sorti de nulle part. C'est-à-dire que c'est très, 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 très différent des pièces qu'on connaît de Leandro. Et même moi, quand Leandro est arrivé un jour chez moi en montrant l'escargot, et après une photo du serpent, je me suis dit, waouh, ça m'a déstabilisé. Comme souvent les travaux les œuvres de Leandro, c'est-à-dire, ça a changé ma perspective aussi. Et c'est vrai que moi, j'étais en train de travailler sur un projet d'exposition, le serpent cosmique, qui avait pour objectif de montrer la relation étroite entre toutes les espèces vivantes, encore une fois, hommes, nature et animaux. Et je me suis dit, c'est fou qu'ils soient en train de faire ces travaux, ces nouvelles œuvres. Et Leandro me dit, objectivement, il me dit, je vous ai montré, mais il me dit, je suis pas sûr que mes galeristes, il travaille avec des grandes galeries dans le monde entier, que mes galeristes, ils aiment ça, je suis pas sûr. Et moi, je dis, mais ils sont fous, parce que il y a une relation, j'arrivais pas encore à trouver laquelle exacte avec tes travaux antérieurs. Et ce qui me fascine, moi, en tant que critique d'art, et je le dis comme ça à tout le monde, qu'on soit collectionneur, journaliste ou visiteur, quand on est critique d'art et comme moi, tous les jours, je vois en moyenne, 300, 400 œuvres par jour, en images, parce que quand on fait un magazine, on doit avoir énormément d'œuvres du monde entier. Et j'ai la chance d'aller dans toutes les biennales, dans toutes les foires d'art contemporain, dans de nombreux studios. Donc je vois une quantité mais phénoménale d'œuvres. Évidemment, c'est comme un sportif qui s'entraînerait régulièrement. Donc je vois tellement d'œuvres que j'arrive assez facilement à distinguer ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, et aussi parce que j'ai l'histoire de l'art. Et je dis toujours, souvent quand j'ai des discussions avec des collectionneurs, je dis, c'est très intéressant de regarder l'ensemble de l'œuvre d'un artiste. C'est très complexe, l'œuvre d'un artiste, parce qu'il y a plusieurs périodes, il y a des allers-retours, et il y a des choses qui semblent incongrues, et que sur le moment présent, on peut penser que c'est une œuvre plus faible de l'artiste, alors qu'en fait c'est le contraire. Je prends l'exemple de Matisse. On a souvent dit Matisse, à la fin de sa vie, il devient complètement gaga, parce qu'il découpe des papiers, et il est retourné en enfance, et même des journaux ont écrit, il a eu un problème cérébral. Matisse a fait ses chefs-d'œuvre absolus. Et Daniel Buren me disait, j'avais une discussion il y a 20 ans avec Daniel Buren, qui me disait, remarque, les plus grands artistes de toute l'histoire, en général, ils ont fait des chefs-d'œuvre absolus quand ils étaient très jeunes, et des chefs-d'œuvre absolus à la fin de leur vie. Et au milieu, il y a ces petites pointes qui s'agitent et qui créent parfois des petits trésors, des petits bijoux, mais on ne sait jamais, au moment où on les voit, que c'est le cas. Et je pense que Leandro, ces hybrides, c'est vraiment un élément très important dans son travail, à venir, et qui a des origines du passé qu'il n'exprimait pas avant par son inconscient. Et maintenant, son inconscient exprime ces éléments qui sont, j'irais dire, presque plus difficiles que le travail de la piscine, qui peut séduire de manière immédiate, mais qui sont des vraies pièces importantes. Merci. Merci, c'est joli l'histoire. Et aussi, une autre réflexion et quelque chose d'important à dire, en tout cas pour moi, c'est que
cette expo, comme je disais tout à l'heure dans la galerie, il y a ce sens expérimental, peut-être justement parce que c'est la première fois dans laquelle ça s'est produit, cet ensemble de choses. Et quand tu parlais le travail de l'artiste, je sens que parfois, nous, les artistes, on travaille, on construit notre identité. Et aujourd'hui, aussi renforcé par les structures du système de l'art, du marché, etc., il y a aussi un élément qui stratifie la créativité pour dire, voilà, non, l'artiste qui fait ça, c'est normal qu'il fasse quelque chose dans une ligne, sans permettre justement s'en sortir pour explorer des choses qui, a priori, on ne voit pas tout de suite la relation, mais que sans doute, ça sort du même esprit et que c'est pas par hasard que je pense que c'est à Genève et les moments dans lesquels on arrive à faire cette expo, c'est parce que c'est ma première expo personnelle en Suisse. Et c'est comme un espace dans lequel je sens un peu la liberté, de me retrouver avec une audience qui pas nécessairement connaît tout le parcours de mon travail. Alors, voilà. Et on se retrouve avec un univers qui je pense, vraiment, je suis très stimulé pour la relation entre tous les éléments de cette expo. Je trouve que c'est une exposition et pour ça que je suis habitué que c'est à faire de grandes installations. Et c'est une exposition extrêmement complexe. Et dans les bons sens. Mais complexe parce que je pense que moi, autant visiteur, toujours je pense à celui qui regarde, je m'anticipe toujours à l'expérience que le spectateur aura dedans mon travail. Et c'est absolument essentiel. Sinon, je ne pourrais jamais imaginer l'action que le spectateur va prendre dans les installations. Mais dans ce cas, dans le cas de cette exposition, je dirais qu'autant un spectateur, je m'imagine à moi-même comme spectateur, et je pense que je passerai beaucoup de temps dans cette expo à regarder les choses. Et c'est une expo comme ce type de film qu'on a besoin de regarder 2 ou 3 fois. Parce que je ne pense pas qu'il soit une expo qui se donne et qu'on parte de l'expo avec... voilà, je pense que on dirait qu'il garde un mystère qui a besoin de revisiter pour arriver à toutes les potentielles interprétations que le travail propose. Tu peux donner, d'ailleurs, expliquer 2 pièces qui sont peut-être les plus difficiles à comprendre, celle-ci et celle-ci. Blind Window, c'est la fenêtre aveugle. Et comme je disais tout à l'heure, je fais plusieurs fenêtres
pour moi, la fenêtre, c'est un objet, comme tout dans l'architecture, ce sont des objets qui deviennent... Il disait que son papa est architecte aussi. Ouais, ma tante, mon frère, je suis né dans une famille d'architectes. Et j'étais tellement mauvais architecte, alors je me suis dit à fait de l'art. Mais pour dire que oui, l'architecture pour moi était une sorte d'inspiration, pas pour les côtés de la fonctionnalité de l'architecture, sinon pour ce côté d'être capable avec l'espace, en relation à les expériences qu'on a dans l'espace, à construire des narratives. Par exemple, tout dans l'architecture, tout dans notre architecture quotidienne, prédétermine l'expérience qu'on a. On a des espaces particuliers dans lesquels on anticipe, ils sont consacrés à une expérience ou une fonctionnalité. On ne va pas aux toilettes à prendre notre petit déjeuner, ou on n'utilise pas la chambre pour faire ça qu'on fait dans les toilettes. Alors, l'architecture prédétermine, à partir de la fonctionnalité, l'expérience aussi qu'on aura dans l'espace. Et j'étais toujours intrigué ou fasciné pour la manière dans laquelle on pourrait aussi, d'une manière psychologique, jouer avec l'expérience et construire une narrative, une fiction en utilisant l'espace et les éléments de l'architecture. Et à partir de ça, une fois les éléments sont décontextualisés, hors la fonction, ils deviennent quelque chose qui peut transmettre et construire une narrative propre. Et Blind Window, c'est le cas. En fait, je pense que c'est pas une pièce qui soit complexe à interpréter. C'est produit aussi, il y a ce jeu un peu d'inversion entre l'idée de la fonction de la fenêtre, que c'est justement les trous qui nous permettent de regarder, et en contraste avec les murs qui est autour de la fenêtre, qui nous protègent et qui cassent la possibilité de regarder l'intérieur, soit l'intérieur ou l'extérieur. Donc, aussi, comme dans le cas de l'ascenseur, il y a cette idée d'inverser les choses pour repenser la nature de l'ordre des choses qu'on ne réfléchit pas beaucoup, que c'est l'ordre du réel. Parce que quand on pense à ça que c'est réel ou pas réel, en général, on part notre point de départ, c'est les choses. Cette table, elle existe, elle est réelle. Cet espace fait partie de la réalité réelle, mais on oublie que cette table, cet espace, les chaises sur lesquelles on est assis, c'est tout une construction humaine. Donc, l'ordre du réel, il faut revisiter et toujours l'idée de ça qu'on prend pour la conception et l'interprétation du réel, parce que, pareil avec la Terre qui totalement, absolument intervenue par l'être humain, et ça fait partie du réel, autant que nous, l'être humain, on est des fabricants des réels. On fabrique, on est des producteurs de réalité.
Et on est producteur. Il y a cet écrivain qui, pour moi, qui m'a toujours fasciné depuis que je suis, quand j'étais étudiant et que je continue à lire, qui est ce livre fabuleux, si vous l'avez pas lu, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature, qui est L'homme sans qualité de Robert Musil. Et Robert Musil fait dire à Ulrich, son héros, s'il y a un sens du réel, c'est forcément qu'il y a un sens du possible. Et Léandro, c'est vraiment ça. Il y a un réel, il y a aussi une autre possibilité. Et ce que j'aime bien aussi dans Blind Window, c'est que la première fois que j'ai été à Buenos Aires pour un projet qu'on faisait ensemble avec Léandro, c'est que j'ai été frappé, et d'ailleurs il y a beaucoup d'échos dans le travail de Léandro là-dessus, par cette ville où, comme on le voit par exemple sur la photo avec la tour, dès qu'on est dans un appartement, on est vu par tout le monde. C'est-à-dire que c'est une des villes qui m'a fasciné par le fait que on n'a pas beaucoup d'intimité parce que il y a des fenêtres partout et que les immeubles sont proches. Et peut-être, vous le savez sans doute, que c'est une des raisons pour lesquelles on dit que l'Argentine est le pays au monde où il y a le plus grand nombre de psychanalystes. Et d'ailleurs, dans le travail de Léandro, à Buenos Aires, pardon, pas l'Argentine, à Buenos Aires, c'est la ville du monde où il y a le plus grand nombre de psychanalystes. Et le travail de Léandro, il est tout le temps avec des questions, entre guillemets, psychanalytiques, de se comprendre soi, de comprendre son reflet, d'être en position de regardeur, en position de voyeur. Il a fait plusieurs pièces aussi où on se retrouve en position de voyeur, jusqu'à une pièce qui je trouve absolument, pardonnez-moi, absolument extraordinaire et qui résume peut-être la gravité et la légèreté du travail de Léandro, qui est Classroom. Je ne sais pas si vous avez vu cette pièce qui était présentée plusieurs fois dans le monde, qui est, on arrive dans un espace et il y a une vitre transparente comme ça, où on voit une salle de classe d'enfants, vraisemblablement abandonnée, en déshérence, poussiéreuse, avec une lumière basse. Et il n'y a aucune indication sur cette pièce qui s'active par les visiteurs, aucune. Il y a juste d'autres chaises de l'autre côté sans. Donc vous voyez la salle de classe, et moi je suis là, et là j'ai juste des chaises. Et en fait, chacun naturellement s'assied sur la chaise et voit en fait son reflet par juste un principe simple de lumière, que la lumière est plus faible à un endroit, et donc soudainement on est projeté dans cette salle de classe. C'est-à-dire que et on joue chacun, les enfants ou le maître et l'élève. Et ce qui est bizarre, on met 10 personnes dans la même salle, à un moment donné ils s'assiedent et voient leur reflet et font entre guillemets ressusciter ces enfants disparus. Donc il y a une grande gravité, il y a un jeu, comme le jeu auquel jouent toujours les enfants. Les enfants ont cette capacité de jouer, et on le sait, d'inventer le monde avec la plus grande candeur, y compris dans les plus grandes difficultés. Je pense à un autre artiste important que j'aime beaucoup, qui est Francis Alice, qui a fait jouer pendant la guerre de Syrie, l'histoire de la Syrie à des enfants. Les enfants ont en permanence la capacité à retrouver leur humanité, en permanence, quel que soit le conflit. Cette pièce de Léandro, Classroom, elle déclenche quelque chose qui est ancré dans notre inconscient de manière tellement profonde. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le travail de Léandro, c'est cet élément lié au jeu, et le jeu dans tous les sens, tel qu'on peut le dire en français, le jeu, le moi, le jeu de jouer, et le jeu de comprendre. Donc cet élément qui est à la fois psychanalytique, introspectif et collectif. Très souvent, les pièces de Léandro ne marchent qu'avec plusieurs personnes en même temps, jamais seul. Quand on regarde l'image de la piscine, on n'est pas seul dans la piscine. On est à plusieurs. Et c'est aussi parce qu'on est plusieurs qu'on arrive à comprendre, à être déstabilisé, à jouir de ce moment. C'est très important pour moi, cet élément. Léandro, j'étais parti de la fenêtre, la blind, et je comprenais ça à travers le fait qu'à Buenos Aires, on a tous l'impression d'être des voyeurs.
et cet élément psychanalytique qui me semble essentiel. Alors peut-être tu peux expliquer. Et après, les deux faux miroirs, en fait, ils font partie de, je disais, ils peut-être représentent une synthèse du travail que j'avais fait, plusieurs installations que j'avais fait. C'est pas le cas exactement de la classroom, mais il y a une installation qui s'appelle Changing Rooms, il y a une autre qui s'appelle le salon de coiffure, les salons de coiffure, les living rooms, dans lesquels il y a la construction d'un espace et aussi la construction de l'espace reflété. De la même manière que les bateaux qu'on regardait tout à l'heure, il y a les bateaux et aussi la construction du reflet. J'ai fait plusieurs installations dans lesquelles il y a un trou qui ressemble à un miroir, parce qu'il y a en fait deux espaces à l'identique dans lesquels on croit voir un miroir, mais qu'en fait, il ne reflète pas notre image, parce que il n'y a pas de vrai miroir. Ce que je vous avais expliqué tout à l'heure avant que Leandro arrive, le living room, où effectivement on passe devant un miroir, on se voit, et après on passe devant un deuxième miroir, on se voit plus. Or on voit toute la pièce reflétée et on se dit c'est pas possible. Et on est face à un gouffre, un abîme incroyable. Et donc là, je pense que je disais tout à l'heure, hier, on a parlé de cette pièce. C'est comme un peu l'artifice de la représentation des miroirs, mais que vraiment l'idée de l'illusion ou l'idée du truco est complètement cassée. Si cette pièce, chaque petite fenêtre ou miroir est installée dans un mur solide et on met la pièce dans le mur, tout de suite on aura l'impression d'être face à un miroir. Ah oui, vous avez raison. Tout de suite on aura l'impression. Là, peut-être on sait que c'est pas un miroir parce qu'on a on a la possibilité de regarder les 360. Donc c'est un peu comme c'est un élément c'est une pièce que j'aime beaucoup parce qu'elle représente elle représente la recherche que j'avais faite autour du reflet, autour de la symbologie du reflet aussi, parce que tout ça qui aussi c'est à la fois interactif et amusant, comment participer autant en spectateur, de rentrer dans une salle dans laquelle on voit le mobilier, et on voit un miroir et après on voit un autre miroir qui ne nous reflète pas et qui évidemment va produire une énorme choc ou une impression. Et elle cherche aussi, elle cherchait un sens symbolique ou métaphorique qui s'articule comme une métaphore, parce que l'effet de ne pas se voir dans un miroir, ça fait pas qu'une expérience banale ou d'entertainment, ou qui produit un effet, parce que notre reflet en fait c'est la expérience perceptuelle qui confirme notre existence. Il y a, même en parlant de psychanalyse, il y a les gamins, les bébés, il y a un moment qui s'appelle l'étape du miroir, parce que il y a un moment dans lequel l'être humain arrive à comprendre que les reflets que la personne qu'on voit dans les miroirs, c'est nous-mêmes. Ce que n'est pas le cas de la majorité des animaux, à part
2 ou 3 espèces. Un animal n'arrive pas à s'identifier dans un miroir. Et ce que j'aime bien dans cette pièce aussi, c'est qu'elle a une dimension. Elle a une dimension assez incroyable parce que, je ne sais pas si c'est inconscient chez Leandro de l'avoir fait, mais c'est un miroir, ce sont des miroirs qui est cassé. Comme si, somme toute, dans cette question du reflet, après tout, on voit le reflet alors que le miroir est cassé, ce qui signifie que le reflet est une illusion en soi, qu'en fait on ne se voit jamais dans un miroir et qu'on n'arrive jamais à se refléter réellement. Parce que le fait que là, la pièce de monnaie, le franc suisse et le verre se reflètent alors que le miroir est cassé. Bon. Oui, parce que vous savez. Vous avez commencé en fait à exposer en Argentine. Oui. C'est comme ça à Buenos Aires. À Buenos Aires. Les galeries. Mais dans des centres d'art d'abord. Je fais ma première expo, j'avais 18 ans. Et c'était pas, c'était pas ce type de travail, il y a eu une évolution. Je faisais tout ça qu'on fait dans l'adolescence. Ça veut dire, c'est un moment dans lequel on essaye de savoir qui on est. Se chercher. Ouais. Et je pense que c'est très important. Parfois, je suis invité à parler dans le cadre des bourses dans lesquelles il y a ou des résidences dans lesquelles il y a des jeunes artistes. Et je pense que de la même manière que, à mon avis, c'est un sujet très intéressant, la orientation, en fait, la vocation des gens, ça qui détermine qu'est-ce qu'on va faire pour toute la vie, que c'est une décision qu'on prend normalement. En fait, les gens commencent à faire des études pour devenir docteur à 18 ans, et après, pour toute la vie. Alors, oui, c'est la vocation, mais je pense que c'est une décision très tôt dans la vie pour savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut être ou ce qu'on aime. Et je pense que c'est très important l'expérience. Et en relation à l'artiste, de manière pareille, je pense qu'on a besoin de temps pour arriver à savoir, à reconnaître notre voix et savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut dire, de quoi on veut parler. C'est pour ça que c'est intéressant, les écrivains qui commencent à écrire à 40 ans. Le cas ou des peintres comme Van Gogh ou Borges qui ont commencé. Donc je pense que c'est pour dire que à l'âge de 18 ans, j'étais à la recherche de ça de ma voix, de savoir qu'est-ce que je voulais développer comme travail. Et je dirais que les points de départ de toute cette histoire, ça commence avec un projet, le projet qu'on a parlé tout à l'heure de l'obélisque, de construire un obélisque à Buenos Aires, une 12e, un double. Et j'avais 21 à l'époque. 21 ans. Oui. Et là, j'ai travaillé pendant 1 an avec. J'ai engagé plusieurs gens parce que j'avais besoin de calculs pour que les projets soient sérieux. J'avais besoin de travailler avec des ingénieurs, mais je n'avais pas les moyens d'engager des ingénieurs pour faire un boulot gigantesque qui coûte beaucoup. Alors, je suis allé à l'université de Buenos Aires et j'ai rencontré les directeurs bon, finalement, c'était à l'université que les professeurs a donné à les étudiants de 5e, ceux-là qui vont se graduer d'ingénieurs, ils ont donné l'exercice de faire tous les calculs pour la construction de cet obélisque. Bon, c'est pour raconter que les projets, j'ai travaillé pour 1 an dans ces projets. Au fond, c'est que le projet est quand même très annonciateur
quand je parlais de Buren, qui me parlait des travaux quand on est jeune ou quand on est vieux, c'est qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Un gamin de 20 ans qui prend, pardon, mais l'obélisque, elle est moins connue que la Tour Eiffel, mais qui décide de dire, je vais reproduire la Tour Eiffel à Saint-Denis, c'est l'équivalent, et je vais la mettre en banlieue parisienne. Le défi est dingue, réellement, c'est pas conceptuel, il veut vraiment le faire. Sociologiquement, c'est une idée révolutionnaire. Si demain on construisait une Tour Eiffel à Saint-Denis, les touristes du monde entier seraient obligés d'aller au Champ de Mars et à Saint-Denis. Donc c'est une transformation sociologique dingue. Et dans cette idée du double, de ce que c'est qu'un monument, Léandro, par exemple, qui ne fait que des œuvres qui ne sont pas des monuments. C'est l'opposé. Ce n'est pas figé, ça agit. Donc je trouve ça assez génial quand on regarde comme ça les travaux d'un artiste, les tout premiers travaux, de montrer déjà la dimension psychanalytique, politique, sociologique, architecturale, et aussi sans artifice, puisque très souvent, le travail de Léandro aussi, c'est que on dit toujours il y a un truc. Ouais, il y a un côté un peu un truc de magie, mais sans technologie. C'est toujours un truc simple, qui est toujours qu'on peut appliquer à chacun d'entre nous dans la vie. Ce que j'adore, par exemple, dans la pièce La Fenêtre qu'il y a dans l'autre galerie, c'est qu'on peut tous se dire soudainement, si je fais ça, je vois pas la vie de la même manière au quotidien. Et donc ça devient un outil de savoir, de comportement de soi, transformé. Je pense que Léandro, il réussit depuis le début avec ça, à l'idée comment on transforme soi-même sa vie. La puissance de l'art. Gracias.